Le millionnaire se figea. Personne ne lui avait jamais parlé d'aussi près. L'employé tremblait, mais ce murmure éveilla quelque chose en lui. 2 cœurs blessés, un secret pur, un amour né de la surprise. Préparez-vous. Cette phrase va marquer le début de l'impossible. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous écouterez de votre vie. La nuit tombait sur l'avenue des Champs-Élysées comme un lourd manteau, apportant avec elle l'éclat artificiel des gratte-ciel et le bourdonnement incessant d'une métropole qui ne dort jamais. Marine observait par la fenêtre du bus bondé les lumières qui clignotèrent de partout, formant une mer de couleurs qui contrastait brutalement avec le ciel sombre de Paris. Il était presque 20 heures et elle se rendait au travail, comme toujours, nageant à contre-courant des gens qui rentraient chez eux après une journée épuisante. Elle avait 24 ans et 2 ans auparavant, elle avait laissé derrière elle la petite ville de Blois, dans le Val-de-Loire, où elle avait grandi sous les soins affectueux de sa grand-mère Hélène. La décision de partir n'avait pas été facile. Madame Hélène, avec ses cheveux blancs toujours attachés en chignon et ses mains calleuses à force de travail, pleura doucement au moment des adieux, mais n'essaya pas de l'en empêcher. Elle savait que sa petite fille devait trouver son propre chemin, même si cela signifiait l'échanger contre la solitude d'une ville géante. Marine se souvenait encore de ce jour. Le car partait à 6 heures du matin, et Madame Hélène insista pour préparer un petit déjeuner copieux. Assise à la table de la cuisine, les tasses fumantes, entre les mains, elles restèrent silencieuses de longues minutes. « Tu iras loin, ma fille », avait dit Madame Hélène, la voix nouée. « Mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas qu'ici, quelqu'un t'aime tel que tu es. » Marine avait promis de ne jamais oublier. Chaque dimanche matin, sans faute, elle appelait sa grand-mère. Madame Hélène racontait les nouveautés de la petite ville. Marine, de son côté, inventait des histoires roses sur Paris, omettant la solitude, la fatigue, la sensation d'être invisible dans une mer de gens. La vie dans la capitale était très différente de ce qu'elle avait imaginé. Les premiers mois, elle avait partagé une minuscule chambre avec 2 autres filles dans un immeuble de la banlieue Est. Elle avait trouvé un emploi à l'hôtel Ritz Paris après 3 entretiens et un cours rapide de service client. Le salaire suffisait à peine à payer le loyer, le transport et la nourriture. Petit à petit, Marine apprit à survivre. Elle apprit à marcher vite, à ne pas établir de contact visuel avec les inconnus, à toujours avoir son ticket de métro à portée de main. Elle apprit qu'à Paris, personne ne se soucie de savoir si vous allez bien ou mal, que chacun porte ses problèmes. Ce fut une adaptation douloureuse, mais ce qui la marqua le plus fut l'invisibilité. Marine avait toujours été discrète, mais à la campagne, les gens la connaissaient. À Paris, elle découvrit qu'il était possible d'être entourée de millions de personnes et de se sentir pourtant complètement seule. Elle n'était qu'un visage anonyme de plus, une employée en uniforme de plus. Personne ne la voyait vraiment. Marine descendit à la station de métro et marcha dans les rues illuminées jusqu'à l'hôtel Ritz Paris, un bâtiment imposant de verre et de marbre situé à Saint-Germain-des-Prés, un quartier chic de la capitale parisienne. L'hôtel était connu pour héberger des politiciens, des hommes d'affaires et des célébrités à la recherche de discrétion et de confort 5 étoiles. Là, elle travaillait comme réceptionniste de nuit, de 21 heures à 7 heures du matin, des quarts qui inversaient complètement son horloge biologique et la maintenaient éloignée du monde qui pulsait sous le soleil. Il y avait quelque chose d'ironique à travailler dans un endroit aussi luxueux tout en vivant de manière si modeste. Marine passait les nuits à servir des clients qui payaient, pour une nuit, l'équivalent de son salaire mensuel. Des gens qui voyageaient à travers le monde comme on va à la boulangerie, qui n'avaient pas besoin de regarder le prix de quoi que ce soit. Elle observait leurs vêtements de marque, leurs montres coûteuses, la manière insouciante avec laquelle ils traitaient l'argent, et ressentait un mélange de fascination et de tristesse. Ce n'était pas de l'envie exactement, mais une constatation douloureuse de la façon dont les vies pouvaient être si différentes. En entrant par l'accès des employés, elle salua d'un discret signe de tête les agents de sécurité et se dirigea vers le vestiaire. L'espace était partagé par tous les employés de nuit, une petite pièce avec des casiers métalliques et un miroir embué. Elle troqua sa simple blouse en coton
contre l'uniforme impeccable de l'hôtel, un ensemble gris avec des détails dorés qui lui conféraient une apparence professionnelle, bien qu'impersonnelle. Elle attacha ses cheveux châtains en un chignon bas, passa un rouge à lèvres rosé et observa son reflet dans le miroir pendant quelques secondes. Ses yeux verts, qui un jour avaient brillé de rêves et d'espoir, portaient désormais une expression de fatigue contenue. Elle paraissait plus âgée qu'elle ne l'était. Les cernes discrets, que même l'anti-cerne ne parvenait pas à dissimuler complètement, trahissaient les nuits blanches et le sommeil fragmenté pendant la journée. Elle habitait désormais une chambre louée dans le quartier de Belleville, un minuscule cube de 6 mètres carrés avec une fenêtre donnant sur un mur gris. Elle n'avait pas sa propre cuisine, juste un réchaud électrique et un mini-réfrigérateur. La salle de bain était partagée avec d'autres locataires de l'étage. Mais c'était chez elle, c'était propre et c'était relativement proche du travail. C'était suffisant pour l'instant. Au comptoir de la réception, elle trouva Rodolphe, le collègue qui faisait le quart de l'après-midi. Rodolphe était un jeune homme sympathique d'une trentaine d'années, noir toujours avec une histoire drôle. Il venait de Bordeaux et était aussi arrivé à Paris à la recherche d'opportunités. « Oh Marine, comment ça va ?» dit-il avec un accent du Sud. « Aujourd'hui, ça a été la course ici. Il y a eu un groupe d'hommes d'affaires japonais qui est arrivé plus tôt, la confusion avec les réservations. Et Serge Dubois surveille tout. Il y a eu une plainte d'un client et il s'est énervé. Mieux vaut que tout soit en ordre aujourd'hui. » Elle acquiesça. Serge Dubois était le directeur de l'hôtel, un homme d'une quarantaine d'années, mince et toujours impeccablement vêtu. Il avait des cheveux gris bien coupés, des lunettes à monture fine et une posture rigide. Issu lui aussi d'origine modeste, fils d'un portier et d'une femme de ménage, il avait gravi la hiérarchie hôtelière à force de discipline de fer et de pragmatisme qui frisait la froideur. Serge Dubois croyait qu'une sympathie excessive était un signe de faiblesse. Pour lui, l'hôtel était un organisme qui devait fonctionner avec une précision chirurgicale. Il ne tolérait pas les erreurs et avait un regard qui semblait voir à travers les gens. Marine avait toujours eu un peu peur de lui. Serge Dubois n'avait jamais été grossier, mais il n'avait jamais non plus montré de cordialité. Il traitait tout le monde de la même manière, avec une politesse froide et efficace. « Je m'en vais alors, » dit Rodolphe, prenant son sac à dos. « N'importe quoi, envoie-moi un message. Et n'oublie pas de prendre ton petit café vers 3 heures du matin, » ajouta-t-il avec un clin d'œil. Marine sourit. Rodolphe était l'une des rares bonnes choses de cet emploi. Lui et Madame Cécile, la dame qui nettoyait le hall pendant la nuit et qui s'arrêtait toujours pour discuter quelques minutes, partageant des biscuits faits maison et des conseils de mère. C'étaient de petits gestes d'humanité qui rendaient les nuits moins solitaires. Les premières heures du quart se passèrent dans un calme relatif. Marine effectua quelques check-in, répondit à des appels téléphoniques, organisa des réservations et résolut de petits problèmes avec la discrétion de quelqu'un qui avait appris à ne pas attirer l'attention. C'était comme si elle avait développé la capacité d'être présente sans vraiment exister. Une ombre compétente qui remplissait son rôle et disparaissait. Les clients la regardaient rarement dans les yeux. Ils faisaient leurs demandes en regardant les écrans de leur téléphone portable ou le plafond ou n'importe où, sauf son visage. Marine n'était qu'une voix polie, des mains efficaces tapant sur l'ordinateur, un uniforme gris. Vers 23 heures, lorsque le mouvement avait déjà diminué et que seuls quelques clients traversèrent le hall au sol étincelant, la porte vitrée tournante s'ouvrit et un homme entra. Marine leva les yeux automatiquement, le sourire protocolaire déjà dessiné sur ses lèvres, mais quelque chose en lui la fit marquer une pause d'une fraction de seconde. Il était grand, il devait avoir 38 ans, et il portait un costume bleu marine d'une coupe impeccable, qui coûtait certainement plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois. Ses cheveux foncés étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé ses mains dedans à plusieurs reprises. Il avait des épaules larges, une posture droite, et marchait avec la confiance de quelqu'un habitué à être écouté et obéi. Mais ce qui attira le plus l'attention de Marine fut l'expression de son visage. Malgré sa posture confiante et sa démarche ferme, il y avait dans ses yeux marrons une fatigue qu'aucun vêtement cher ne pouvait dissimuler. C'était le genre de fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Elle connaissait bien ce regard car elle le voyait dans son propre miroir tous les jours. C'était le regard de quelqu'un qui porte trop de poids, qui a oublié ce que signifie vraiment se reposer.
Bonsoir, dit-il, s'approchant du comptoir d'un pas ferme mais sans hâte. La voix était grave, bien modulée, le genre de voix qui transmet l'autorité sans avoir besoin de forcer. Bonsoir, monsieur. Comment puis-je vous aider? Répondit Marine, retrouvant rapidement son calme, professionnelle et reportant ses yeux sur l'écran de l'ordinateur. J'ai une réservation. Édouard Lambert. Elle tapa le nom dans le système et confirma l'information. Suite présidentielle, séjour d'1 semaine. Pendant qu'elle effectuait le check-in, remplissant les données et préparant la clé magnétique, elle sentait son regard posé sur elle. Ce n'était pas un regard invasif ou irrespectueux, mais il y avait une curiosité genuine qui la rendait légèrement mal à l'aise. Marine était habituée à être ignorée, traitée comme faisant partie du mobilier de l'hôtel. Elle ne savait pas comment réagir quand quelqu'un la regardait vraiment. « C'est votre première fois à Paris, monsieur Lambert ?» demanda-t-elle, suivant le protocole de l'hôtel de faire une petite conversation polie pendant qu'elle traitait le check-in. « Non. J'habite ici depuis de nombreuses années, en fait. Je préfère juste séjourner à l'hôtel quand j'ai besoin de prendre du temps loin de tout, » répondit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait plus que les mots ne le disaient. Une sorte de fatigue existentielle, peut-être même un désir d'évasion. Marine acquiesça, ne sachant pas trop quoi dire. Elle lui tendit la clé magnétique ainsi qu'un dépliant explicatif sur les services de l'hôtel. « Votre suite se trouve au 14e étage, monsieur Lambert. Le petit déjeuner est servi de 6h à 10h30 au restaurant du 2e étage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez appeler la réception à tout moment. Nous sommes à votre disposition. »« Merci, dit-il, prenant la clé. Et il hésita un instant, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Ses yeux rencontrèrent les siens à nouveau, et Marine sentit quelque chose d'étrange dans son estomac, une sorte de nervosité qu'elle ne parvenait pas à expliquer. « Quel est votre nom ?» La question la prit au dépourvu. Les clients demandaient rarement le nom des employés. « Marine, monsieur. »« Marine, » répéta-t-il, comme s'il goûtait le son du nom. « C'est un joli nom. »« Merci, monsieur, » répondit-elle, sentant ses joues rougir légèrement. Il acquiesça, rangea la clé dans la poche intérieure de son veston et se dirigea vers les ascenseurs. Mais avant d'entrer, il se retourna et la regarda une fois de plus. Leurs regards se croisèrent un instant qui sembla s'étirer au-delà de la normale, puis Édouard entra dans l'ascenseur et disparut. Marine resta immobile derrière le comptoir, le cœur battant un peu plus vite que la normale. C'était absurde. Ce n'était qu'un client de plus, probablement un homme d'affaires riche qui ne se souviendrait même pas d'elle le lendemain. Elle secoua la tête, chassant les pensées stupides, et retourna à l'ordinateur pour terminer le rapport du jour. Mais ses doigts tremblaient légèrement sur le clavier et elle dut respirer profondément plusieurs fois pour retrouver sa concentration. Les heures suivantes s'étirèrent avec la lenteur caractéristique des nuits. Marine servit quelques autres clients arrivant tard, répondit à des emails, organisa les réservations du lendemain. Vers 2h du matin, lorsque l'hôtel semblait enfin s'endormir avec la ville, elle s'autorisa une pause. Elle sortit de son sac l'un des livres qu'elle portait toujours, un exemplaire usagé de Clarice Lispector qu'elle avait acheté chez un bouquiniste dans le quartier latin. La lecture était l'un des rares plaisirs qu'elle s'autorisait, une fenêtre sur des mondes qui semblaient infiniment plus intéressants que le sien. Elle aimait particulièrement Clarisse parce que l'auteur n'avait pas peur de plonger dans les profondeurs de l'âme humaine, de parler de solitude, de vide, de quête de sens. Il y avait quelque chose de réconfortant à découvrir que d'autres personnes, même celles séparées d'elle par des décennies et des réalités complètement différentes, ressentaient les mêmes angoisses et posaient les mêmes questions sans réponse. Elle était si absorbée par la lecture de La Passion selon G.H. qu'elle remarqua à peine que quelqu'un s'approchait du comptoir. Elle leva les yeux automatiquement et sentit son cœur faire un petit bond. Édouard Lambert était devant elle, maintenant vêtu de manière décontractée d'un jean foncé et d'une chemise blanche à manches longues. Ses cheveux étaient toujours légèrement ébouriffés et il semblait encore plus fatigué qu'avant. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-il, avec un demi-sourire qui révélait une faussette sur son visage. « Je n'arrive pas à dormir et j'ai pensé à faire un tour. Sauriez-vous m'indiquer un endroit encore ouvert à cette heure-ci » Marine posa le livre sur le comptoir, marquant la page avec soin.
Il y a quelques brasseries dans le quartier de la rue Montorgueil qui fonctionnent jusqu'au petit matin. Une brasserie reste ouverte 24 heures sur 24. Il y a aussi une boulangerie dans un quartier chic qui ouvre à 4 heures du matin si monsieur veut prendre un café frais. Il regarda le livre qu'elle avait laissé sur le comptoir. « Clarice Lispector », dit-il, avec une lueur d'intérêt dans les yeux. « La Passion selon G.H. C'est l'un des livres les plus denses que j'ai jamais lus. »« Monsieur connaît Clarice Lispector » demanda Marine surprise. Il n'était pas courant de rencontrer des gens, surtout des hommes d'affaires, qui lisaient cet auteur. « Je connais, oui. J'ai lu quelques-uns de ses livres, même si j'avoue qu'il est parfois difficile de suivre. Elle écrit d'une manière très viscérale, très crue. Elle n'a pas peur de montrer le côté laid des choses. C'est exactement ce qui me fascine chez elle, répondit Marine, se sentant étrangement à l'aise de parler de cela. Elle n'a pas peur de montrer le côté le plus profond et parfois le plus perturbant des émotions humaines. C'est comme si elle arrachait tous les masques et montrait ce que nous sommes vraiment sous toute cette civilité. Édouard appuya ses coudes sur le comptoir dans une posture qui indiquait qu'il n'était pas pressé de partir. « Et vous avez toujours aimé lire ? Depuis toute petite. Ma grand-mère disait toujours que les livres étaient la meilleure compagnie quand on se sentait seul. Et elle avait raison. Il y a des jours où le seul moment où je me sens vraiment vivante, c'est quand je lis. Je comprends parfaitement, dit-il, avec une sincérité qui l'a surpris. Parfois, il semble que la fiction soit plus réelle que la réalité, n'est-ce pas? Oui, ou peut-être juste plus honnête. Silence. Un silence qui n'était pas inconfortable, mais rempli d'une compréhension mutuelle. Marine réalisa qu'elle parlait avec cet homme comme si elle le connaissait depuis longtemps, ce qui était complètement étrange. Normalement, elle était réservée, surtout avec les clients de l'hôtel. Mais il y avait quelque chose chez Édouard qui la mettait en confiance pour s'ouvrir, ne serait-ce qu'un petit peu. « Votre grand-mère habite ici à Paris ?» demanda-t-il. « Non, elle habite à la campagne, à Blois. C'est une petite ville, tout le monde connaît tout le monde, très différent d'ici. »« Et vous êtes venu ici à la recherche d'opportunités ?» Marine hésita. Elle n'aimait pas parler d'elle-même, surtout de ses motivations et de ses frustrations. Mais cet homme la regardait avec un intérêt genuin, sans jugement, juste une curiosité sincère. « Je suis venu parce que j'avais besoin d'essayer quelque chose de différent. Là-bas, les opportunités sont très limitées. Je pensais qu'ici je pourrais construire quelque chose de mieux. Et vous y parvenez ?» La question l'a pris au dépourvu. Personne ne lui avait jamais posé cette question de manière si directe. Elle détourna le regard vers ses mains, posées sur le comptoir. « Honnêtement, je ne sais pas. La plupart du temps, j'essaie juste de survivre. J'essaie de payer les factures, de dormir quelques heures, de ne pas abandonner. Construire quelque chose semble encore très lointain. »« Je comprends parfaitement, » dit Édouard, et il y avait une sincérité profonde dans sa voix. Parfois, on se perd tellement à essayer de construire un empire, d'accumuler des conquêtes et de prouver quelque chose au monde, qu'on oublie complètement de vivre. On oublie ce qui compte vraiment. Marine le regarda, surprise par la vulnérabilité de cette confession. Elle avait imaginé qu'un homme comme lui, suffisamment prospère pour séjourner dans la suite présidentielle d'un hôtel 5 étoiles, avait tout résolu. Mais elle réalisa qu'elle se trompait. Sous le costume impeccable et la posture confiante, il y avait quelqu'un d'aussi perdu qu'elle, peut-être même plus. « Qu'est-ce qui vous tient éveillé à cette heure-ci, si je peux me permettre ?» Édouard soupira. « L'insomnie, ou peut-être juste le poids de trop de responsabilités. Parfois, je reste des heures allongé dans le noir, à penser à tout ce que je dois résoudre, toutes les décisions que je dois prendre, toutes les personnes qui dépendent de moi. Et quand j'arrive enfin à dormir, je me réveille pire qu'avant. » Marine acquiesça. Elle connaissait bien cette sensation. « Je sais ce que c'est. Il y a des nuits où même quand je suis en congé, je n'arrive pas à me reposer correctement. Je pense aux factures à payer, aux choses que je dois encore régler si je vais réussir à économiser assez d'argent pour rendre visite à ma grand-mère. La tête ne s'arrête jamais. »« Nous nous ressemblons plus qu'il n'y paraît, » dit Édouard, avec un demi-sourire triste. Ils restèrent silencieux quelques instants, se regardant simplement. Quelque chose se formait là, une connexion délicate comme un fil d'araignée, fragile mais réelle. Marine sentit qu'elle était devant quelqu'un qui la voyait vraiment, qui regardait au-delà de l'uniforme gris et du sourire protocolaire,
et c'était effrayant et réconfortant à la fois. « Eh bien, je crois que je vais accepter la suggestion et faire un tour, » dit Édouard finalement, brisant le moment. « Merci pour les indications, Marine. »« De rien, monsieur Lambert. »« Édouard, » corrigea-t-il. « Vous pouvez m'appeler Édouard. »« Édouard alors, » répondit-elle, avec un petit sourire mais sincère. Il sortit par la porte tournante et Marine le vit disparaître dans la nuit parisienne. Elle resta un instant à regarder l'espace vide, le cœur battant encore un peu plus vite que la normale. Puis elle retourna à son livre, mais ne parvint plus à se concentrer sur les mots. Son esprit était ailleurs, revivant la conversation, analysant chaque mot, chaque regard. Ce ne fut que la première de nombreuses conversations. Les jours suivants, Édouard revenait presque toutes les nuits pour de petites discussions au petit matin, toujours avec une excuse différente. Parfois, il demandait des indications de restaurants, d'autres fois, il posait des questions sur des sites touristiques ou commentait simplement le temps. Marine savait que les questions n'étaient que des prétextes, et peut-être savait-il aussi qu'elle savait, mais aucun des deux ne mentionnait l'évidence. Un jeu délicat se jouait, fait de regards prolongés, de mots choisis avec soin et de silences lourds de sens. Marine commença à attendre ces rencontres nocturnes avec une anxiété qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle se coiffait avec plus de soin, soignait son maquillage, choisissait son rouge à lèvres avec attention. De petits gestes qu'elle ne réalisait même pas faire jusqu'à se surprendre à penser à lui en se préparant. Édouard, de son côté, semblait trouver dans ces conversations quelque chose dont il avait désespérément besoin, une oasis d'authenticité dans un désert de fausseté. Marine ne savait pas grand-chose de lui à part son nom et le fait qu'il était homme d'affaires, mais elle percevait qu'il portait de lourds fardeaux. Il y avait une profonde solitude chez cet homme, une sensation d'être toujours en représentation, toujours jugé, toujours obligé de maintenir une image impeccable. Lors d'une de ces conversations, Édouard mentionna qu'il traversait une période difficile dans ses affaires, qu'il avait fait des investissements risqués qui n'avaient pas abouti, qu'il était sous la pression de ses associés et investisseurs. Il n'entra pas dans les détails, mais Marine réalisa qu'il avait juste besoin de quelqu'un qui écoute sans juger, sans donner de conseils non sollicités, sans transformer cela en une opportunité de réseautage. Marine, à son tour, s'ouvrit sur sa vie à la campagne, sur sa grand-mère qu'il avait élevée seule après le décès de ses parents dans un accident de voiture, alors qu'elle n'avait que 5 ans. Elle raconta les après-midi passés à aider Madame Hélène dans la petite épicerie qu'elle tenait, les soirées d'hiver autour du poêle à bois, la décision douloureuse de partir à la recherche d'une vie meilleure. « Ça vous manque là-bas » demanda Édouard une de ces nuits. « Tous les jours, mais en même temps, je sais que je ne peux pas y retourner. Du moins pas maintenant. Ce serait comme admettre une défaite, vous savez. Je reviendrai en étant la fille qui a essayé et n'a pas réussi. Ce ne serait pas une défaite, ce serait juste un choix différent. Peut-être. Mais les gens de la campagne ne voient pas ça comme ça. Là-bas, tout le monde a une opinion sur la vie des autres. Si je reviens sans avoir rien accompli, ils vont commenter, faire des plaisanteries, dire que j'aurais dû rester où j'étais. Et l'opinion de ces gens est si importante. » Marine réfléchit un instant. « Je ne crois pas, mais l'opinion de ma grand-mère est importante. Et elle avait tellement d'attentes quand je suis parti. Je ne veux pas la décevoir. Je suis sûr que votre grand-mère veut juste que vous soyez heureuse, Marine, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. » Elle resta silencieuse, sentant ses yeux picotés de larmes qui refusaient de couler. Édouard avait raison, elle le savait, mais il était difficile d'accepter qu'elle sacrifiait peut-être son bonheur pour un idéal de succès qui n'était même pas le sien. Le jeudi de la semaine où Édouard séjournait, Marine prit une décision. C'était quelque chose de complètement inhabituel pour elle, mais elle ressentit une impulsion qu'elle ne put réprimer. Avant son quart de travail, elle passa dans une librairie de l'avenue des Champs-Élysées et acheta un exemplaire usagé de l'Heure de l'Étoile, de Clarice Lispector. C'était un livre à la couverture bleu marine, usé par le temps, avec quelques annotations en Mies en Petwinde, marge faite par le précédent propriétaire. Entre les pages, elle plaça un ruban rouge en guise de marque-page et sur la première page, elle écrivit de sa belle écriture soignée « Pour quand le poids du monde devient trop lourd ». Elle ne signa pas.
Elle rangea le livre dans son sac et passa le reste de la journée nerveuse, se demandant si elle faisait la bonne chose. Était-ce un geste trop intime? Allait-il trouver ça étrange? Allait-il mal interpréter? Mais quelque chose en elle lui disait qu'elle devait faire cela, qu'elle devait en quelque sorte rendre toutes ces conversations qui l'avaient fait se sentir moins seule. Quand Édouard apparut ce matin-là, Marine était en train de servir un client qui se plaignait avec fureur de la climatisation de sa chambre. Serge Dubois, qui faisait une ronde dans l'hôtel avant de partir, observait la situation de ses yeux de faucon, évaluant comment Marine gérait la situation. Elle réussit à calmer le client, promettant d'envoyer un technicien de maintenance immédiatement et offrant un surclassement de chambre à titre gracieux. L'homme partit encore un peu irrité mais moins agressif. Serge Dubois acquiesça d'une approbation silencieuse et se retira. Dans son bureau. Une fois le hall de nouveau vide, Édouard s'approcha du comptoir. « Vous gérez très bien les personnes difficiles », commenta-t-il. « Ça fait partie du travail. J'ai appris que la plupart des gens qui se plaignent fort veulent en fait juste être entendus. » Sage observation. Marine respira profondément, rassemblant son courage. « Édouard, je voulais vous donner quelque chose. » Il haussa les sourcils, surpris. « À moi ?» Elle prit le livre sous le comptoir et le lui tendit, les mains légèrement tremblantes. « Vous aviez posé des questions sur Clarisse ? L'inspecteur, celui-ci est l'un de mes préférés. J'ai pensé que vous pourriez aimer. » Édouard prit le livre avec soin, comme si c'était quelque chose de précieux et de fragile. Il l'ouvrit à la première page et lut la dédicace en silence. Quand il leva les yeux vers elle, il y avait quelque chose de différent dans son regard, de l'émotion, de la surprise, peut-être même de la vulnérabilité. « Marine, je ne sais pas quoi dire. C'est très gentil de votre part. » Elle sentit ses joues rougir. « Ce n'est rien. J'ai juste pensé que vous pourriez en avoir besoin. » Mademoiselle Costa, la voix froide et cinglante de Serge Dubois vint de derrière elle, la faisant sursauter. « Pourriez-vous venir ici un instant, s'il vous plaît ?» Marine sentit son sang se glacer. Serge Dubois était debout près des ascenseurs, les bras croisés et une expression qui ne présageait rien de bon. Elle regarda Édouard avec une expression d'excuse et suivit le directeur jusqu'à un coin plus discret du hall, loin des oreilles des clients. Mademoiselle Costa, le ton de Serge Dubois était bas mais coupant comme un rasoir, ce n'est pas un endroit approprié pour faire des amitiés ou distribuer des cadeaux aux clients. Vous êtes ici pour travailler, pour maintenir une posture professionnelle, non pour créer des liens personnels avec les clients. Je faisais juste preuve de gentillesse, monsieur. Il a posé des questions sur des livres et j'ai pensé que... Je me fiche des excuses, l'interrompit Serge Dubois. Je me fiche de vos justifications. Ce qui m'importe, c'est que vous travaillez dans un hôtel 5 étoiles, pas dans une bibliothèque de quartier. Les clients ne sont pas là pour recevoir vos opinions, littéraires ou vos cadeaux. Ils sont là pour être servis avec efficacité et discrétion. Maintenez une posture professionnelle adéquate ou vous devrez chercher un emploi ailleurs. C'est compris? Oui, monsieur. Très bien. Retournez à votre poste. Serge Dubois se retira d'un pas ferme et précis, et Marine retourna au comptoir sentant ses joues brûler de honte et ses yeux picotés de larmes qu'elle refusait de verser. Édouard était toujours là, tenant le livre avec soin. « Je suis vraiment désolé si je vous ai causé des problèmes, » dit-il sincèrement inquiet. « Ce n'était pas mon intention. »« Ce n'était pas votre faute, » répondit Marine, essayant de garder sa voix ferme et contrôlée malgré le tourbillon d'émotions. « Serge Dubois est toujours comme ça. Il pense que les employés doivent être invisibles. Quand même, je ne veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi. Si vous avez besoin, je peux lui parler. »« Non, s'il vous plaît, » dit Marine rapidement. « Ça ne ferait qu'aggraver les choses. Il n'aime déjà pas quand les employés attirent trop l'attention. Si un client devait se plaindre de lui, ce serait encore pire pour moi. » Édouard la regarda longuement, et Marine vit de la frustration et de l'impuissance dans ses yeux. « Alors peut-être vaut-il mieux garder nos distances, » dit-elle, même si les mots lui faisaient mal en sortant. « J'ai besoin de cet emploi. Je ne peux pas me permettre de le perdre. »« Je comprends, » dit Édouard, et il y avait une tristesse sincère dans sa voix. « Mais je veux que vous sachiez que ce cadeau, » il leva le livre bleu marine, « signifie beaucoup pour moi, plus que vous ne l'imaginez. Il y avait longtemps que quelqu'un n'avait pas eu un geste aussi généreux et sincère envers moi. Merci, Marine. Vraiment. » Il se retira lentement,
et Marine resta seule au comptoir, sentant un vide étrange dans sa poitrine. Elle avait fait la bonne chose en fixant des limites, elle le savait. Elle ne pouvait pas risquer son emploi pour un homme qui l'oublierait probablement dès qu'il quitterait l'hôtel. Mais pourquoi alors se sentait-elle si mal? Pourquoi avait-elle l'impression d'avoir laissé échapper quelque chose de rare et de précieux? Le reste de la nuit s'étira au ralenti. Marine accomplit ses tâches machinalement, répondant aux clients, organisant des papiers, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à Édouard, aux livres, à la conversation interrompue, au regard de Serge Dubois. Elle pensait à l'injustice que des gens comme elle ne puissent aspirer à rien de plus que ce qu'ils avaient déjà, que toute tentative d'être heureux soit perçue comme un dépassement de limite. Quand finalement son quart de travail se termina et qu'elle sortit dans le matin gris de Paris, elle ressentit une fatigue qui allait au-delà du physique. C'était une fatigue de l'âme, un épuisement à force d'essayer de rester invisible, à force de réprimer ses propres désirs et sentiments. Mais alors, en ouvrant son sac pour prendre son ticket de métro, elle trouva une enveloppe qui n'y était pas avant. Elle l'ouvrit d'une main tremblante et découvrit une carte simple, sans expéditeur. Le message était bref et écrit à la main d'une écriture ferme et élégante. « Je sais que vous avez demandé de la distance et je respecterai cela. Mais je dois vous dire qu'il y a longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me donne envie d'être une meilleure personne. Merci de me montrer qu'il existe encore de la beauté et de l'authenticité dans le monde. Si un jour vous changez d'avis, j'aimerais beaucoup vous offrir un café ou un thé, ou simplement un silence confortable dans une librairie. Le choix est entièrement le vôtre. Édouard. » Marine lut et relut le billet plusieurs fois tandis que le métro la balançait dans les tunnels sombres de Paris. Elle sentit son cœur battre plus vite. Elle sentit un petit sourire mais sincère se former sur ses lèvres. Elle rangea la carte avec soin dans son portefeuille, à côté de la photo de sa grand-mère Hélène, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à ressentir quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être était-ce de la folie. Peut-être cela se terminerait-il par une déception. Peut-être Serge Dubois avait-il raison, et elle dépassait-elle des limites qu'elle ne devrait pas dépasser. Mais à ce moment-là, avec la carte rangée près de son cœur et le souvenir du regard d'Édouard encore vif dans sa mémoire, Marine prit une décision. Elle n'allait pas abandonner cette connexion si facilement. Elle n'allait pas laisser la peur et les règles sociales dicter sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, elle allait s'autoriser à vouloir quelque chose au-delà de la simple survie. Le samedi soir, avant que son quart ne commence, Marine s'arrêta dans une papeterie et acheta une carte simple. Elle écrivit de son écriture soignée. « Il y a une librairie centenaire, rue de l'Odéon, dans le centre. Dimanche, 15 heures. Si vous voulez toujours, bien sûr. Marine. » Le lundi, quand Édouard descendit pour le petit déjeuner, il trouva une petite enveloppe discrètement posée sur le plateau. À l'intérieur se trouvait la carte de Marine. Il lut, relut, et un sourire sincère illumina son visage fatigué. Il rangea la carte dans la poche intérieure de son veston, tout près de son cœur, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. De l'espoir, de la possibilité, la sensation que la vie pouvait peut-être être plus que de simples obligations et responsabilités. Aucun des deux ne savait encore à quel point cette rencontre changerait leur vie, ni les obstacles qu'ils auraient à affronter, ni les tempêtes qu'ils devraient traverser. Mais à ce moment-là, avec la pluie qui battait aux vitres et Paris qui s'éveillait dehors, avec un livre bleu marine et deux cœurs fatigués, s'autorisant à ressentir, à nouveau quelque chose de délicat et de rare commençait à fleurir. C'était fragile comme une pousse qui traverse l'asphalte, mais cela avait la force de l'authenticité, la beauté des choses vraies. Le dimanche se leva sur un ciel gris au-dessus de Paris, de ceux qui ne promettent pas la pluie mais ne garantissent pas non plus le soleil. Marine se réveilla à midi, après seulement 4 heures de sommeil, le cœur battant la chamade et une anxiété qu'elle ne parvenait pas à contrôler. Le rendez-vous avec Édouard était fixé à 15 heures à la librairie centenaire de la rue de l'Odéon, et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait porter, de ce qu'elle devait dire, ni même si elle devait y aller. Pendant toute la semaine, depuis qu'elle avait laissé l'invitation sur son plateau, Marine avait oscillé entre l'excitation et le regret. Parfois, elle se surprenait à sourire seule en pensant au rendez-vous, imaginant des conversations possibles,
rêvant éveillée comme une adolescente. À d'autres moments, elle était prise de panique. Que faisait-elle? Depuis quand elle, Marine Costa de la campagne, pensait-elle pouvoir avoir quelque chose avec un homme comme Édouard? Madame Hélène avait perçu quelque chose de différent dans sa voix lors de l'appel du dimanche précédent. « Tu vas bien, ma fille? Tu as l'air plus animée », avait commenté la grand-mère avec son intuition aiguisée. Marine faillit raconter, faillit partager avec sa grand-mère ce secret qu'elle portait comme un bijou précieux et fragile. Mais elle eut peur. Peur que sa grand-mère s'inquiète. Peur qu'en mettant des mots, tout se défasse comme un rêve au lever du soleil. Alors, elle dit simplement qu'elle allait bien, que le travail restait le même, que Paris était toujours Paris. Maintenant, debout devant la minuscule armoire, Marine sentait le poids de cette décision. Elle se leva du lit étroit et commença à examiner ses vêtements. Ils étaient tous simples, pratiques, choisis plus pour leur fonctionnalité que pour leur beauté. Elle avait 3 jeans presque identiques, achetés en promotion. Quelques blouses basiques en coton. L'uniforme de l'hôtel qui occupait la moitié de l'espace. Une seule jupe qu'elle n'avait portée que 2 fois. Rien qui semblait approprié pour un rendez-vous avec un homme comme Édouard. Elle essaya plusieurs combinaisons, se regardant dans le miroir fissuré accroché au mur. Tout semblait faux. Soit trop simple, soit trop forcé. Après une demi-heure et au moins 10 changements de vêtements, elle choisit un jean foncé, le moins usé qu'elle avait, une blouse blanche en coton à manches 3/4 et une veste légère de couleur beige qu'elle avait achetée dans une friperie quelques mois auparavant et qu'elle portait rarement. Simple mais soignée. Elle décida de laisser ses cheveux détachés, tombant sur ses épaules en ondulation naturelle. Elle se maquilla légèrement, juste un correcteur, du mascara et un rouge à lèvres rosé. Elle se regarda dans le miroir une dernière fois et respira profondément. Elle n'était pas parfaite, mais elle était elle-même. Et si Édouard s'en souciait vraiment, c'était avec elle-même qu'il voulait être. En se préparant, elle essayait de calmer les pensées qui couraient de manière désordonnée. Que faisait-elle? Édouard était clairement un homme prospère, probablement riche, habitué à un monde complètement différent du sien. Que pourrait-il vouloir avec une réceptionniste d'hôtel qui arrivait à peine à payer son loyer? Peut-être n'était-ce qu'une curiosité passagère, peut-être s'ennuyait-il et elle n'était qu'une distraction temporaire. Mais alors elle se souvenait de son regard, de la sincérité dans sa voix quand il parlait, de la manière dont il l'écoutait vraiment. Cela ne semblait pas être seulement de la curiosité. Cela semblait être quelque chose de réel, même si c'était effrayant et improbable. Elle quitta son logement à 14h30, prit le métro à la station Belleville et descendit à Châtelet. La station était relativement vide pour un dimanche, avec seulement quelques touristes et sans-abri occupant les coins. De là, elle marcha dans les rues animées du centre historique de Paris, jusqu'à la rue de l'Odéon. Le centre historique de Paris, le dimanche, avait une atmosphère particulière. Les magasins étaient fermés, les immeubles de bureaux vides, mais il y avait de la vie dans les rues d'une manière différente. Des artistes de rue jouant de la musique, des vendeurs ambulants proposant des bibelots, des gens se promenant sans hâte. C'était un Paris plus humain, moins frénétique. La librairie était un ancien établissement, avec une façade de carreaux portugais et une porte en bois ouvragé qui semblait avoir été témoin de décennies d'histoire. Marine y était déjà passée plusieurs fois, admirant toujours la façade, mais n'y était jamais entrée. Des librairies comme celle-là semblaient appartenir à un autre monde, un monde où elle ne se sentait pas à l'aise. Elle arriva 10 minutes en avance et resta de l'autre côté de la rue, observant l'entrée. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende. Elle était sur le point de traverser quand elle vit Édouard arriver du coin opposé. Il portait un jean, une chemise bleu clair à manches longues, légèrement retroussées aux poignets, et un blouson en cuir marron qui lui allait parfaitement. Sans le costume formel de l'hôtel, il paraissait plus jeune, plus accessible, plus réel. Ses cheveux étaient un peu ébouriffés par le vent, et il portait dans ses mains le livre bleu marine qu'elle lui avait donné, comme une amulette, ou une promesse. Quand leurs regards se croisèrent à travers la rue, Marine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement une attraction physique, bien qu'Édouard fût indéniablement beau. C'était quelque chose de plus profond,
comme si deux âmes qui avaient marché perdues dans la vie avaient finalement trouvé un point de connexion. Édouard sourit, un sourire genuin qui illumina tout son visage et fit apparaître ses fossettes discrètes sur ses joues. Marine sentit la nervosité céder la place à quelque chose de plus chaud, de plus doux. Elle traversa la rue, regardant des deux côtés même, si c'était dimanche et que la circulation était légère, et alla à sa rencontre. « Vous êtes venu », dit Édouard quand elle s'approcha, et il y avait un soulagement genuin dans sa voix, comme s'il avait vraiment douté qu'elle apparaîtrait. « Je suis venu », répondit Marine avec un sourire timide. « Et vous aussi. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Il leva le livre comme preuve de son intention. « J'ai commencé à lire hier soir. Clarice Lispector est encore plus intense que je ne m'en souvenais. C'est une lecture qui exige une totale immersion. On ne peut pas la lire superficiellement. C'est vrai. Chaque phrase semble porter le poids du monde. Et en même temps, elle vous fait tout remettre en question sur vous-même. » Marine sourit, heureuse de savoir qu'il lisait vraiment, qu'il s'impliquait vraiment dans le livre. Ce n'était pas seulement un geste vide, une façon de lui plaire. Édouard était genuinement intéressé. Ils entrèrent ensemble dans la librairie et Marine se sentit immédiatement transportée dans un autre temps. L'endroit avait un plafond très haut, avec d'anciens lustres suspendus au plafond en plâtre travaillé. Les étagères, en bois sombre, allaient du sol au plafond, remplies de livres organisés par genre et par auteur. Il y avait des escaliers étroits en bois qui grinçaient doucement et menaient à une mezzanine remplie d'encore plus de livres. L'odeur était incomparable et merveilleuse. Un mélange de vieux papier et de bois verni, de poussière ancienne et de café frais provenant du petit bistrot au fond. Il y avait peu de clients ce dimanche après-midi. Un vieil homme feuilletait un épais exemplaire dans la section Histoire. Une jeune femme, probablement étudiante, était assise par terre entre les étagères, complètement immergée dans sa lecture. Un couple d'âge moyen examinait des livres d'art. L'atmosphère était d'une tranquillité respectueuse, comme si cet endroit était un temple dédié aux mots. « Allons-y », dit Édouard doucement, tendant la main à Marine. Elle hésita une seule seconde avant d'accepter. Sa main était chaude, ferme, et en la touchant, Marine sentit un courant électrique parcourir son corps. Ils marchèrent ensemble entre les étagères, les doigts entrelacés, explorant cet univers d'histoire. Ils passèrent près de 2 heures à se promener dans le labyrinthe de livres. Édouard se révéla étonnamment cultivé et passionné de littérature. Il prenait des livres des étagères, lisait des passages à voix haute pour Marine, sa voix grave résonnant doucement entre les étagères. Il connaissait Machado de Assis en profondeur, citait Guimarães Rosa de mémoire, récitait des poèmes de Drummond avec une émotion genuine dans la voix. Marine découvrit que derrière l'homme d'affaires se cachait un homme qui aimait les mots de la même manière qu'elle, qui trouvait dans les livres le même refuge, le même réconfort, le même sentiment de ne pas être complètement seul au monde. Ils parlaient de livres qui les avaient marqués, de personnages qui semblaient avoir été écrits spécifiquement pour eux, de phrases qu'ils gardaient dans leur cœur comme des talismans contre les jours difficiles. « Regardez celui-ci !» Édouard prit un exemplaire de Dom Casmurro. Ce fut le premier livre qui m'a vraiment fait remettre en question la réalité. Le doute de Bentigno, l'ambiguïté de Capitu. Machado était un génie pour montrer que la vérité absolue n'existe pas, que tout dépend de la perspective de celui qui raconte l'histoire. « J'ai toujours trouvé Capitu injustement traité », commenta Marine. « Le livre entier est narré du point de vue d'un homme obsédé et possessif. Bien sûr que nous allons remettre en question son honnêteté. » « Exactement. » Édouard sourit, animé, et cela a été écrit au XIXe siècle. Machado avait des décennies d'avance sur son temps, remettant en question la narration masculine, montrant comment la jalousie peut complètement déformer la perception de la réalité. Ils continuèrent à converser, à débattre, à être d'accord et en désaccord sur les interprétations des livres. C'était le genre de conversation que Marine avait rarement l'occasion d'avoir. À la campagne, peu lisaient au-delà du nécessaire pour l'école. À Paris, ses connaissances étaient plus préoccupées par la survie que par la discussion littéraire. Mais là, à ce moment-là, avec Édouard, elle pouvait être complètement elle-même. À un moment donné, alors qu'ils feuilletaient ensemble un exemplaire de Grande Sertão, Veredas, cherchant le célèbre passage sur l'amour et la traversée, leurs doigts se touchèrent accidentellement sur la page.
Ce fut un contact bref, apparemment insignifiant pour tout observateur extérieur, mais pour les deux, il sembla porter une électricité qui fit s'arrêter le temps pendant une seconde entière. « Excusez-moi, dit Édouard, retirant rapidement sa main, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens. « Pas besoin de s'excuser, répondit Marine, sentant ses joues rougir et son cœur battre plus vite. Ils se regardèrent en silence, tenant toujours le livre entre eux, le doux bruit de la librairie, les voix lointaines des autres clients, tout semblait avoir été relégué au second plan. À ce moment-là, Marine réalisa que quelque chose était en train de changer de manière irréversible. Ce n'était plus seulement une connexion intellectuelle ou une amitié improbable. Il y avait quelque chose de plus profond qui se formait, quelque chose qui l'effrayait et l'attirait en même temps. Comme être au bord d'un précipice, sachant que sauter pouvait être à la fois la libération et la chute. « Vous voulez prendre un thé ?» demanda Édouard, brisant le moment avec délicatesse. « Je veux bien. » Ils s'assirent à une table discrète dans le bistrot du fond, commandèrent du thé et quelques parts de gâteau à l'orange. La conversation coulait naturellement, comme s'ils étaient de vieux amis se retrouvant après longtemps. Édouard raconta son enfance à Versailles, fils d'un comptable et d'une professeure. Il raconta que très tôt, il avait montré des talents pour les affaires, qu'à 25 ans, il avait déjà sa première entreprise, qu'à 30 ans, il était millionnaire. Mais il semble que plus je réussissais, plus je me sentais vide, dit-il, remuant distraitement son thé. C'est comme si j'avais escaladé une énorme montagne, et qu'en arrivant au sommet, je réalisais que la vue n'était pas aussi spéciale que je l'imaginais. « Et que faites-vous exactement ?» demanda Marine, réalisant qu'il n'en avait jamais parlé spécifiquement. « J'ai une entreprise d'investissements immobiliers. Nous achetons des propriétés, les rénovons, les revendons ou les louons. C'est rentable, mais c'est aussi stressant et parfois moralement discutable. Il y a beaucoup de cupidité sur le marché immobilier, beaucoup de spéculation qui finit par nuire aux gens ordinaires. Vous le regrettez? Parfois, oui. Pas le succès en soi, mais la manière dont je l'ai obtenu. Il y a des choses que j'ai faites, des décisions que j'ai prises, qui m'empêchent de dormir la nuit. J'ai contribué à la gentrification de quartiers entiers, au déplacement de familles qui vivaient depuis des générations à certains endroits. Tout cela au nom du profit, de la croissance, du progrès. » Il y avait une tristesse genuine dans sa voix, un poids que Marine reconnaissait. « Mais vous pouvez changer cela. Vous pouvez utiliser votre pouvoir et votre richesse pour faire des choses différentes maintenant. »« Je peux, mais c'est compliqué quand on n'est pas seul dans l'entreprise. J'ai 3 associés principaux. L'un d'eux, Marcel, est mon ami depuis l'université. C'est lui qui m'a aidé à démarrer l'entreprise. Les 2 autres sont des investisseurs qui sont arrivés plus tard. Ils veulent des résultats rapides, de grandes marges bénéficiaires. J'ai essayé de proposer des projets plus sociaux, avec un impact positif sur les communautés, mais j'ai été mis à l'écart. Et si vous partiez, si vous recommenciez quelque chose de nouveau, seul ?» Édouard la regarda avec surprise. « J'y ai déjà pensé, mais ce serait repartir de zéro, perdre tout ce que j'ai construit. Ce serait perdre les choses matérielles que vous avez construites, mais vous gagneriez votre paix d'esprit, votre intégrité. » Il resta silencieux, traitant ces mots. Marine vit qu'elle avait touché à quelque chose d'important, une blessure qu'Édouard portait, mais exposait rarement. « Vous avez raison, dit-il finalement. J'ai vécu de manière automatique pendant si longtemps que j'ai oublié que je pouvais faire des choix différents, que je pouvais prioriser ce qui compte vraiment. Il n'est jamais trop tard pour changer. » Ils conversèrent jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose à travers les grandes fenêtres. Marine raconta davantage son enfance à Blois, ses parents qu'elle avait perdus très tôt et dont elle se souvenait à peine, sa grand-mère qui avait été mère, père et amie. Elle parla des rêves qu'elle avait quand elle était enfant, d'être enseignante ou bibliothécaire, et comment ces rêves avaient été reportés et oubliés au fur et à mesure que la nécessité de survivre devenait plus urgente. « Vous pouvez encore réaliser ces rêves, » dit Édouard. « Il n'est pas trop tard. » « Avec quel argent ? J'arrive à peine à payer mes factures. L'université est un luxe que je ne peux pas me permettre. »« Et si je vous aidais ?» Marine se tendit. « Nous en avons déjà parlé. Je ne veux pas de votre aide financière. »« Pourquoi pas ? Ce ne serait pas de la charité. Ce serait un investissement en quelqu'un en qui je crois. Quelqu'un qui, je le sais, fera une différence dans le monde. Malgré tout,
Je dois le faire seul, je dois savoir que je suis capable. » Édouard acquiesça, respectant sa position même s'il voyait son entêtement. « Je comprends, mais sachez que l'offre tient, chaque fois que vous changerez d'avis. » Quand le ciel fut complètement obscur et que les lumières de la ville brillaient comme un manteau d'étoiles terrestres, créant une constellation urbaine qui s'étendait jusqu'à l'horizon, Édouard demanda si Marine voulait dîner la même. Il commanderait à livrer d'un bon restaurant du quartier. Marine hésita, regardant l'horloge qui marquait presque 20h30. Elle était là depuis des heures et le temps avait passé à toute vitesse. « Je dois travailler demain », commença-t-elle, mais sa voix ne sonnait pas très convaincante, même pour elle-même. « Vous travaillez la nuit, n'est-ce pas? Vous pouvez vous reposer ici quelques heures et rentrer directement chez vous le matin. J'ai une chambre d'amis confortable, où je peux vous ramener chez vous maintenant si vous préférez, bien sûr. » Marine le regarda dans les yeux, cherchant des arrière-pensées, un signe que c'était un prétexte pour autre chose. Mais elle ne trouva que de la sincérité et un désir genuin qu'elle reste, qu'il prolonge ce moment de connexion pour quelques heures de plus. « D'accord, mais pas de restaurant cher. On va commander une pizza. » « Pizza alors. » Édouard sourit, clairement heureux de sa décision. « Vous avez une préférence ? Mozzarella, simple et parfaite. Je ne pourrais pas être plus d'accord. » Ils commandèrent une grande pizza à la mozzarella avec une croûte farcie et une grande bouteille de Coca-Cola pour accompagner. En attendant la livraison, Édouard mit de la musique douce, instrumentale et apaisante qui créait une atmosphère chaleureuse. Ils s'assirent sur le canapé du salon, parlant de tout et de rien, partageant des opinions sur la musique, les films, des souvenirs d'enfance. Quand la pizza arriva, Édouard suggéra de la manger dans le salon, assis par terre comme deux étudiants universitaires lors d'une nuit d'études. Il prit une nappe pour recouvrir le sol, apporta des assiettes et des serviettes, et ouvrit la boîte de pizza révélant le fromage encore bouillonnant et parfumé. Ils riaient de choses futiles en mangeant, racontaient des histoires drôles de leur enfance, partageaient des souvenirs qu'ils n'avaient jamais partagés avec personne. Édouard raconta la fois où il avait essayé de faire un gâteau pour l'anniversaire de sa mère et avait failli incendier la cuisine. Marine parla de la fois où elle avait décidé de peindre la maison de sa grand-mère par surprise et avait fini par peindre aussi le chat de la voisine qui passait par là au mauvais moment. C'était léger, insouciant, genuinement heureux. Le genre de bonheur simple qui n'a pas besoin de grands gestes ou de lieux sophistiqués, juste deux personnes qui s'aiment, partageant un moment authentique. Plus tard, quand Marine dit qu'elle avait sommeil, Édouard lui montra la chambre d'amis. C'était une pièce simple mais confortable, avec un lit double, une armoire et une fenêtre donnant sur la cour de l'immeuble. Il lui prêta un t-shirt propre à utiliser comme pyjama. « N'importe quoi dont vous ayez besoin, appelez-moi. Ma chambre est juste à côté. » « Merci, Édouard. Pour tout. » Il sourit, toucha légèrement son visage du revers des doigts, un geste tendre et chaste. « Dors bien, Marine. »« Toi aussi. » Marine ferma la porte, se changea et s'allongea dans le lit confortable. Elle regarda le plafond, traitant tout ce qui s'était passé ce jour-là. La conversation au café, la réconciliation, la découverte de sa maison, l'intimité croissante entre eux. Elle se sentait heureuse d'une manière qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps, mais elle ressentait aussi de la peur. Peur que ce soit trop beau pour être vrai, que quelque chose tourne mal, qu'elle se blesse d'une manière dont elle ne pourrait pas se remettre. Elle prit son téléphone portable et envoya un message rapide à sa grand-mère, comme elle le faisait toujours avant de dormir. « Je vais bien, mamie, j'espère que toi aussi, je t'aime. » La réponse arriva quelques minutes plus tard. « Je t'aime aussi, ma fille. Tu sembles différente ces dernières semaines, plus légère. Je suis heureuse. » Marine sourit. Sa grand-mère savait toujours. Elle percevait toujours quand quelque chose changeait, même à distance. Elle rangea son téléphone et ferma les yeux, se laissant emporter par la fatigue. Le lendemain matin, elle se réveilla avec l'odeur du café frais. Elle se leva, toujours vêtue du t-shirt prêté par Édouard, et se rendit à la cuisine. Elle le trouva là, déjà habillé pour le travail avec un pantalon de ville et une chemise blanche, préparant le petit déjeuner. « Bonjour, dit-il avec un sourire. J'espère que vous avez bien dormi. »« J'ai dormi, ce lit est très confortable. J'ai préparé du café, des toasts et des fruits. Je ne suis pas un grand cuisinier, mais ça, je peux le faire. » Ils s'assirent à la table de la cuisine
et prirent leur café ensemble tout en discutant des plans de la journée. Édouard avait des réunions le matin, mais serait libre l'après-midi. Marine devait rentrer chez elle, se reposer quelques heures avant son quart de nuit. Ils convinrent de se voir le dimanche, peut-être, d'aller dans un parc ou simplement de passer la journée ensemble sans engagement. Quand Marine était sur le point de partir, Édouard la retint par la main. « Je veux que tu saches qu'hier a été spécial pour moi. T'avoir ici, chez moi, partager cet espace avec toi. Il y a longtemps que je ne me suis pas senti aussi à l'aise avec quelqu'un. » « Pour moi aussi, ce fut spécial, » répondit Marine, et c'était vrai. Il la conduisit à la porte, et avant qu'elle ne sorte, il se pencha et l'embrassa délicatement sur le front. C'était un geste simple, presque innocent, mais qui portait une tendresse qui serra le cœur de Marine. « On se parle plus tard, » dit-il. « On se parle. » Marine quitta l'appartement en flottant. Dans l'ascenseur, sur le chemin du métro, pendant tout le trajet de retour chez elle, elle se sentait différente, plus légère, plus pleine d'espoir, plus vivante. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisait à croire qu'elle méritait peut-être d'être heureuse. Mais le bonheur, comme Marine allait bientôt le découvrir, s'accompagne parfois de nouveaux défis. À l'hôtel, Serge Dubois n'avait pas renoncé à sa surveillance. En fait, il l'avait intensifiée. Il savait que quelque chose se passait. Il le voyait dans ses yeux, dans la façon dont elle portait son corps, dans la manière dont elle se souriait à elle-même quand elle pensait que personne ne la regardait. Le lundi suivant, pendant le quart de Marine, Serge Dubois apparut à la réception avec une expression sévère. « Mademoiselle Costa, je dois vous parler dans mon bureau. Maintenant. » Marine sentit un frisson parcourir son échine. Elle le suivit jusqu'au bureau, le cœur battant la chamade. Quand la porte se referma derrière elle, Serge Dubois alla droit au « But, j'ai reçu des informations selon lesquelles vous avez été vu sortant de l'immeuble où habite monsieur Édouard Lambert samedi dernier matin. » Marine sentit son sang se glacer. « Qui vous a dit cela ?»« Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous continuez à vous impliquer avec un client fréquent de l'hôtel malgré mes avertissements. C'est inacceptable. Je ne travaillais pas. Ce que je fais pendant mon temps libre ne vous regarde pas. Si, quand cela implique des clients de l'hôtel. Et surtout quand cela peut nuire à notre réputation. Quelle réputation? Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas volé, je n'ai pas été impoli, je n'ai pas manqué à mes obligations. Entretenir une relation avec quelqu'un en dehors de mes heures de travail n'est pas un crime. » Les yeux de Serge Dubois devinrent froids. « Je vois que vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Alors je vais être plus clair. Soit vous mettez fin à cette implication immédiatement, soit vous devrez chercher un autre emploi. Le choix vous appartient. » Marine sentit la colère bouillir en elle. « C'est injuste et vous le savez. La vie est injuste, mademoiselle Costa. Plus tôt vous l'accepterez, mieux ce sera. Vous avez jusqu'à vendredi pour décider. Si vous choisissez de garder votre emploi, je veux une confirmation écrite que vous avez mis fin à toute relation personnelle avec Édouard Lambert. Sinon, préparez votre lettre de démission. » Il fit un geste indiquant que la conversation était terminée. Marine sortit du bureau tremblant de colère et d'humiliation. Elle se rendit directement aux toilettes, s'enferma dans une cabine et laissa les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'indignation. Comment osait-il? Comment se croyait-il le droit de contrôler sa vie personnelle de cette manière? Mais en même temps, elle ressentait de la peur. Elle avait besoin de cet emploi. Sans lui, comment paierait-elle le loyer? Comment survivrait-elle à Paris? Elle n'avait pas d'économie, pas de réseau de soutien, pas d'endroit où aller. Quand elle se calma, elle se lava le visage et retourna au travail. Elle passa le reste de la nuit en pilote automatique, accomplissant ses fonctions machinalement. Quand le quart de travail se termina, au lieu de rentrer chez elle, elle marcha sans but dans les rues de Paris. Le soleil se levait, peignant le ciel de rose et d'orange, mais elle remarquait à peine la beauté autour d'elle. Finalement, elle s'arrêta sur un banc public et prit son téléphone portable. Elle tapa un message à Édouard, lui racontant tout ce qui s'était passé. Ses doigts tremblaient en écrivant. Quand elle eut terminé, elle hésita avant d'envoyer. Allait-il comprendre? N'allait-il pas penser qu'elle était faible ou qu'elle exagérait? Mais alors, elle se souvint de la promesse qu'il s'était faite. Transparence totale, partager tout, le bon et le mauvais. Elle appuya sur « Envoyer ». La réponse arriva 15 minutes plus tard. « Où es-tu »
Je viens te chercher. Elle envoya sa localisation et attendit. 20 minutes plus tard, la voiture d'Édouard s'arrêta devant la place. Il sortit précipitamment, encore en pyjama avec un manteau par-dessus, les cheveux ébouriffés. Il courut vers elle et l'embrassa fort. « Ça ne va pas rester comme ça, » dit-il, la voix tendue de colère. « Je vais avoir une conversation avec cet homme. »« Non, s'il te plaît, ça va tout empirer. »« Alors j'achète l'hôtel. » Marine s'écarta, le regardant avec incrédulité. « Quoi? J'achète l'hôtel. Je vire cet imbécile. Problème résolu. Édouard, tu ne peux pas simplement acheter un hôtel parce que mon patron est difficile. Si, je peux. Et je vais le faire. Non. » Marine fut ferme. « Je ne veux pas que tu résolves mes problèmes de cette façon. Je ne veux rien te devoir. Je ne veux pas que notre relation soit basée sur le fait que tu me sauves tout le temps. Alors que veux-tu faire? Je veux réfléchir. Je veux trouver une solution qui soit la mienne, qui vienne de moi. Donne-moi jusqu'à vendredi. C'est le délai que Serge Dubois m'a donné de toute façon. » Édouard la regarda longuement. « D'accord, mais sache que je suis là, pour tout ce dont tu auras besoin. Je sais, et ça signifie beaucoup. » Il la ramena chez elle et resta jusqu'à ce qu'elle s'endorme, assis à côté du lit étroit, lui tenant la main. Quand Marine finit par s'endormir, épuisée physiquement et émotionnellement, Édouard lui embrassa le front et partit en silence, mais non sans laisser un mot sur la table de chevet. « Tu es plus forte que tu ne l'imagines. Tu trouveras une issue, et je serai là quoi que tu décides. Je t'admire plus que tu ne le sais. » Marine trouva le billet quand elle se réveilla des heures plus tard. Elle le lut et le relut, sentant ses yeux se remplir de larmes à nouveau. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de colère. C'étaient des larmes de quelque chose qui commençait à ressembler dangereusement à de l'amour. Les jours jusqu'à vendredi passèrent comme un compte à rebours angoissant. Marine oscillait entre la détermination de ne pas céder aux pressions de Serge Dubois et la peur paralysante de perdre son unique moyen de subsistance à Paris. Elle parla longuement avec Édouard de la situation et il respecta son désir de trouver sa propre solution, même s'il souffrait clairement de l'avoir traversé cela. Le jeudi soir, pendant une pause au travail, Marine s'assit dans le vestiaire vide des employés et appela Madame Hélène. Elle avait besoin d'entendre la voix de sa grand-mère. Elle avait besoin de cette sagesse simple et profonde que seule elle possédait. Ses mains tremblaient en composant le numéro qu'elle connaissait par cœur. « Mamie, je peux te poser une question. »« Bien sûr, ma fille. Tu peux demander ce que tu veux, toujours. Comment sait-on quand ça vaut la peine de se battre pour quelque chose? Quand ça vaut la peine de tout risquer, de laisser la sécurité de côté et de simplement sauter dans le vide ?» Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Marine pouvait imaginer sa grand-mère assise sur la chaise à bascule de la véranda, celle qui grinçait doucement avec le mouvement regardant les montagnes au loin tout en réfléchissant à la bonne réponse. Madame Hélène ne répondait jamais hâtivement aux questions importantes. « Tu sais ce que j'ai appris dans la vie, Marine? C'est qu'on regrette toujours plus les choses qu'on n'a pas faites que celles qu'on a faites. Les risques qu'on n'a pas pris, les mots qu'on n'a pas dit, l'amour qu'on n'a pas vécu par peur de souffrir. La sécurité est importante, oui, mais une vie entière, sans risque, sans moment de courage, est une vie à moitié vécue. C'est comme lire un livre en sautant les pages les plus importantes. Mais et si ça tourne mal, mamie? Et si je perds tout? Et si je prends le risque et que je me blesse si profondément que je ne peux pas m'en remettre? Alors tu recommences, ma fille. Tu es jeune, tu es forte, tu es intelligente, tu as toute la vie devant toi. Tu es tombée? Relève-toi. Tu as fait une erreur? Apprends. Tu as souffert? Guéris. Mais si tu laisses la peur décider pour toi maintenant, si tu laisses l'insécurité t'empêcher de vivre pleinement, tu porteras ce regret pour toujours. Et crois-moi, porter le poids de ce qui aurait pu être est beaucoup plus lourd que de porter la douleur d'avoir essayé et d'avoir échoué. Marine sentit ses yeux se remplir de larmes chaudes qui coulaient lentement sur son visage. « Merci, mamie. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. Parfois, je me sens si perdue, si petite face à tout. » Tu n'as jamais été petite, Marine. Tu as toujours été une fille courageuse. Tu as eu le courage de venir à Paris seule, de recommencer à zéro, de survivre dans une ville que tu ne connaissais pas. Ce même courage est en toi maintenant. Il suffit de t'en souvenir. Et Édouard?
Qui que soit cet homme qui te fait poser ces questions, s'il te fait briller comme ta voix brille en ce moment même quand tu parles de lui, alors il en vaut la peine. Il vaut chaque risque, chaque larme, chaque moment d'incertitude. Comment sais-tu que c'est à propos d'un homme? Madame Hélène rit doucement, ce rire plein de tendresse et de sagesse. Parce que je te connais depuis ta naissance, ma fille. Parce que j'ai entendu ce même doute, cette même peur dans ta voix quand tu avais 5 ans et que tu demandais si tu pouvais faire confiance aux gens après avoir perdu tes parents. Et parce que je reconnais dans le ton de ta voix maintenant le même ton que ma voix avait quand je parlais de ton grand-père, que Dieu ait son âme. C'était ce même mélange de peur et d'enchantement, de vouloir beaucoup mais d'avoir peur de se donner complètement. Après avoir raccroché, Marine resta de longues minutes à regarder son téléphone. Sa grand-mère avait raison. Toujours. Il était temps d'arrêter de laisser la peur dicter ses choix. Il était temps de se battre pour ce qu'elle voulait, pour ce qu'elle méritait. Le vendredi matin, alors que son quart de travail était sur le point de se terminer, Marine tapa une lettre de démission, courte et directe. Elle communiquait son départ de l'entreprise avec effet immédiat, remerciait pour l'opportunité et se tenait à disposition pour effectuer son préavis, si nécessaire. Elle imprima 2 exemplaires, les signa, les mit dans une enveloppe et les déposa sur le bureau de Serge Dubois avant de partir. Son cœur battait la chamade, alors qu'elle marchait vers la sortie. Rodolphe la vit et courut après elle. « Marine, qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai démissionné. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Sérieux ? » ?»« Sérieux. Je ne laisserai personne contrôler ma vie personnelle. Je ne renoncerai pas à mon bonheur pour un emploi qui me fait me sentir invisible. » Rodolphe la serra fort dans ses bras. « Je suis fier de toi. Vraiment. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. » « Merci, Rodolphe, pour tout. Tu as été la meilleure partie de travailler ici. » Elle quitta l'hôtel avec la sensation étrange de sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en bas. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Effrayée, oui, mais libre. Elle envoya un message à Édouard. « J'ai démissionné. J'ai besoin de te voir. » La réponse vint immédiatement. « Où es-tu ? Je viens te chercher maintenant. » Ils se retrouvèrent au même café où ils s'étaient réconciliés des semaines auparavant. Édouard arriva précipitamment, toujours en costume parce qu'il venait d'une réunion, et l'embrassa dès qu'il la vit. « Tu es sûr de ça ? Je ne veux pas que tu prennes des décisions hâtives à cause de moi. Ce n'était pas à cause de toi, c'était pour moi. » Marine lui prit le visage entre les mains. « C'était parce que j'ai réalisé que je méritais d'être heureuse. Je méritais de travailler dans un endroit qui me valorise. Je méritais d'être avec quelqu'un qui me fait me sentir vivante. Et je ne laisserai pas des hommes comme Serge Dubois me dire ce que je peux ou ne peux pas faire de ma vie. » Édouard l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser passionné et urgent, mais doux et tendre, plein de promesses et de respect. Ce fut leur premier baiser, et Marine sentit comme si toutes les pièces s'emboîtaient enfin au bon endroit. Quand ils se séparèrent, Édouard lui prit les mains. « J'ai une proposition. Je ne veux pas que ce soit perçu comme une tentative de te contrôler ou de résoudre tes problèmes, mais comme un véritable partenariat. J'écoute. Je pense à quitter l'entreprise, à recommencer en faisant quelque chose qui compte vraiment. Et je voulais que tu en fasses partie. Non pas comme employé, mais comme associé. Nous pouvons créer quelque chose ensemble, quelque chose qui unisse nos rêves. » Marine le regarda avec surprise. « De quoi parles-tu exactement ? Tu te souviens quand tu as dit que ton rêve était d'ouvrir une bibliothèque communautaire à la campagne. Et si nous faisions ça, mais pas seulement une bibliothèque, un centre culturel complet, avec une bibliothèque, des ateliers de lecture et d'écriture, des cours gratuits, un espace pour des événements communautaires. Cela pourrait être à Blois, dans ta ville. Tu connais les besoins de la communauté, je peux aider avec le capital initial et la gestion des affaires. Édouard, ça coûterait beaucoup d'argent. J'ai suffisamment d'économies, et plus que cela, j'ai le désir de faire quelque chose qui fasse vraiment la différence. Je suis fatigué de construire des bâtiments qui ne bénéficient qu'à ceux qui ont déjà de l'argent. Je veux construire quelque chose qui transforme vraiment des vies. » Marine sentit ses yeux se remplir de larmes. « Ce serait incroyable. Mais ce sont nos rêves, je ne veux pas que tu investisses.
Tout et que tu le regrettes ensuite. Je ne le regretterai pas. Et ce ne serait pas un investissement, ce serait un nouveau départ. Pour nous deux. Ils passèrent les heures suivantes à planifier, à rêver éveillé, à dessiner sur des serviettes des idées de ce que serait ce centre culturel. Marine ressentait une excitation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Pour la première fois, l'avenir semblait plein de possibilités au lieu de simples incertitudes. Mais alors, le lundi suivant, quelque chose d'inattendu se produisit. Marine reçut un appel d'un numéro inconnu. C'était une avocate qui travaillait pour un groupe d'investissement. Madame Marine Costa, mon nom est Dr Françoise Leclerc. J'appelle au nom de l'entreprise Lambert Investissement. Monsieur Édouard Lambert souhaiterait vous offrir une proposition d'emploi. Marine fronça les sourcils, confuse. « Excusez-moi, mais j'ai déjà parlé à Édouard du travail. Je ne comprends pas pourquoi il enverrait une avocate. » Madame ne comprend pas. La proposition ne vient pas de Monsieur Édouard personnellement, mais de son entreprise. Récemment, Lambert Investissement a acquis l'hôtel Ritz Paris par le biais d'une filiale. En tant que nouvelle propriétaire, l'entreprise procède à des changements administratifs et nous aimerions vous offrir le poste de directrice du service clientèle. Marine sentit son sang se glacer. Édouard avait acheté l'hôtel. Quand? L'acquisition a été finalisée la semaine dernière. Monsieur Édouard a préféré rester discret sur le processus. Je comprends. Merci de votre appel, mais je n'ai aucun intérêt pour ce poste. Elle raccrocha, les mains tremblantes de colère. Elle appela immédiatement Édouard. « Tu as acheté l'hôtel ?» Il répondit au deuxième coup. « Marine, laisse-moi t'expliquer. Non, tu m'as promis que tu ne ferais pas ça. Tu m'as promis que tu respecterais mes décisions. Et je les ai respectées. Je n'ai pas acheté l'hôtel pour t'aider. Je l'ai acheté parce que c'était un bon investissement et parce que Serge Dubois faisait l'objet d'une enquête pour harcèlement moral envers plusieurs employés. Rodolphe m'a contacté avec des preuves, des témoignages d'autres personnes. L'hôtel était vulnérable et j'ai saisi l'opportunité. Et tu allais me le dire par hasard? Oui, aujourd'hui même. J'attendais les documents finaux pour pouvoir tout expliquer clairement. Je ne te crois pas. Marine sentit les larmes brûler ses yeux. Tu as fait exactement ce que tu avais dit que tu ne ferais pas. Tu as envahi ma vie, pris des décisions sans me consulter. Ce n'était pas comme ça. Édouard semblait désespéré. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer en personne. Parlons-en. Je ne veux pas parler maintenant, j'ai besoin de réfléchir. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Elle s'assit sur le sol de la minuscule chambre et pleura. Elle pleura de rage, de frustration, de déception. Mais plus que cela, elle pleura parce qu'une partie d'elle savait qu'elle était injuste. Édouard n'avait pas acheté l'hôtel uniquement pour elle. Il y avait d'autres raisons valables, mais le fait qu'il ne lui ait pas dit, qu'il ait gardé le secret, lui faisait profondément mal. Les jours suivants, Marine ignora ses appels et ses messages. Elle avait besoin d'espace, de temps pour tout assimiler. Et plus elle y pensait, plus elle réalisait que ce n'était peut-être pas seulement à propos de l'hôtel, c'était à propos de tout, des différences entre eux, de la peur de ne pas être suffisante, de l'insécurité d'être dans une relation où ses gestes, aussi grands et bien intentionnés soient-ils, la feraient toujours se sentir redevable. Le jeudi, elle prit une décision. Elle appela Madame Hélène. « Mamie, je peux passer quelques jours chez toi ?»« Bien sûr, ma fille. Toujours. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? J'ai juste besoin de temps loin d'ici, loin de tout. Viens, ta maison t'attend. » Marine acheta un billet de bus pour le lendemain. Elle prépara une petite valise avec l'essentiel, prévint son propriétaire qu'elle s'absenterait quelques jours. Elle envoya un seul message à Édouard. « Je vais passer du temps à la campagne. J'ai besoin de réfléchir à nous, à tout. Je ne sais pas quand je reviendrai. » Il répondit presque instantanément. « Je peux venir te voir ? » « Non, s'il te plaît, donne-moi ce temps. »« D'accord, mais sache que je t'aime, et je serai là à attendre, peu importe le temps qu'il faudra. » Marine lut le message plusieurs fois. C'était la première fois qu'il disait ouvertement qu'il l'aimait, et elle réalisa, avec un serrement de cœur, qu'elle l'aimait aussi. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, il faut plus que de l'amour pour que les choses fonctionnent. Le voyage en bus dura 8 heures. Marine passa la majeure partie du temps à regarder par la fenêtre, voyant le paysage urbain de Paris
cédait progressivement la place au vert des montagnes du Val-de-Loire. Elle vit les banlieues céder la place aux fermes, les immeubles géants diminuer jusqu'à devenir de simples maisons, le gris du béton étant remplacé par le vert des arbres et le bleu du ciel pur de la campagne. Chaque kilomètre parcouru semblait lui enlever un poids des épaules. Quand elle arriva enfin à Blois, il faisait déjà nuit. La petite gare routière était presque vide, éclairée par des lampes jaunâtres qui attirèrent les papillons de nuit. L'air avait une odeur différente, plus propre, avec une touche de terre humide, même s'il n'avait pas plu. Madame Hélène l'attendait assise sur un banc, petite et souriante, ses cheveux blancs attachés en chignon habituel et brillant sous la lumière des lampadaires. Elle portait une simple robe fleurie et un châle en crochet sur les épaules. « Ma fille, » dit la grand-mère, se levant avec quelque difficulté et ouvrant les bras. « Comme tu m'as manqué, comme il m'a manqué de t'avoir près de moi. » Elle s'étreignira fort, et Marine laissa les larmes couler librement. C'étaient des larmes de soulagement, de fatigue, d'être enfin chez elle. « Moi aussi, mamie, tu m'as beaucoup manqué aussi. » Le taxi les conduisit à travers la ville endormie jusqu'à la maison de la grand-mère, cette même petite maison simple de 3 pièces où Marine avait grandi. Elle avait des murs de couleur claire, des fenêtres en bois peintes en bleu, un petit jardin devant rempli de fleurs que Madame Hélène cultivait avec amour. En entrant, Marine eut l'impression de remonter le temps. Tout était exactement comme elle s'en souvenait. La même table en bois dans la cuisine, les mêmes rideaux en cotonnade, le même canapé usé dans le salon, les mêmes photos au mur. « J'ai préparé ta chambre, » dit Madame Hélène. « J'ai changé les draps, mis des fleurs fraîches, tout est prêt pour que tu te reposes. » Marine entra dans la petite chambre qui avait été la sienne pendant tant d'années. Elle était minuscule, ne contenant qu'un lit simple, une petite armoire et un bureau. Mais elle était propre, sentait bon, était accueillante. Sur le bureau, elle vit ses vieux livres toujours rangés, les poupées de chiffon que sa grand-mère lui avait faites quand elle était enfant, une photo d'elle avec ses parents quand elle n'avait que 3 ans, peu avant l'accident. Cette nuit-là, elle dormit profondément, pour la première fois depuis des semaines. Elle se réveilla au chant des oiseaux et à la lumière du soleil, entrant par la fenêtre. Elle pouvait entendre Madame Hélène dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. L'odeur du pain fait maison et du café frais envahissait la maison. Les jours suivants, Marine s'autorisa à simplement exister sans pression, sans exigence. Elle se levait tard, sans réveil, quand son corps le demandait. Elle prenait son petit déjeuner sur la véranda en regardant les montagnes, observant le mouvement tranquille de la petite ville où tout le monde connaissait tout le monde. Elle aidait sa grand-mère dans les tâches ménagères, balayait la cour, arrosait les fleurs, préparait le déjeuner. L'après-midi, elle lisait les vieux livres qu'elle avait laissés derrière elle, allongée dans le hamac de la véranda. Le soir, elle s'asseyait avec Madame Hélène pour regarder la télévision et parler de la vie, de tout et de rien. C'était une routine complètement différente de la vie frénétique de Paris. Il n'y avait pas de klaxon, pas de hâte, pas de foule, juste le temps qui passait lentement, les heures qui s'allongeaient agréablement, la vie qui se déroulait au rythme qu'elle devait. Petit à petit, elle raconta tout à sa grand-mère. À propos d'Édouard, de l'hôtel, des rêves partagés et des peurs qui la paralysaient. Madame Hélène écoutait en silence, lui tenant simplement la main de temps en temps. « Tu sais ce que je pense, ma fille, » dit la grand-mère une de ces nuits. « Je pense que tu as peur d'être heureuse, tu as passé tellement de temps à te battre, tellement de temps à simplement survivre, que quand le bonheur est vraiment apparu, tu n'as pas su quoi en faire. Mais mamie, il a acheté un hôtel entier. Comment puis-je rivaliser avec ça? Comment puis-je être dans une relation où il peut simplement acheter des solutions à tous les problèmes? Tu n'as pas besoin de rivaliser. Une relation n'est pas une compétition. C'est un partenariat. Il a de l'argent, tu as d'autres choses tout aussi précieuses. Tu as de la sagesse, tu as un lien avec les gens, tu as les pieds sur terre. Vous vous complétez, vous ne rivalisez pas. Mais je me sens redevable. Je me sens inférieur. C'est de l'orgueil, Marine. De l'orgueil déguisé en indépendance. Et je comprends d'où ça vient. Je comprends que tu veux te prouver que tu y arrives seul. Mais parfois, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est reconnaître que nous sommes humains, que nous avons besoin les uns des autres.
Marine resta silencieuse, assimilant les paroles de sa grand-mère. Avait-elle raison? Ce que Marine appelait indépendance n'était-il en fait que la peur de devenir vulnérable? Une semaine après son arrivée à Blois, Marine aidait sa grand-mère dans la petite épicerie qu'elle tenait encore quand elle reçut un message de Rodolphe. « Marine, je dois te raconter quelque chose. Serge Dubois a été licencié. L'enquête a prouvé le harcèlement moral contre au moins 6 employés. Et il y a plus, le nouveau propriétaire de l'hôtel te cherche. Il a laissé une enveloppe avec une proposition. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça semble important. » Marine resta à regarder le message pendant de longues minutes. Alors c'était vrai. Édouard avait vraiment des raisons, au-delà d'elle, d'acheter l'hôtel. Serge Dubois faisait vraiment l'objet d'une enquête. Elle avait mal jugé la situation, laissé l'insécurité l'emporter sur la raison. Cette nuit-là, elle appela Édouard pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Paris. « Salut !» dit-elle quand il répondit. « Marine !» Sa voix était pleine d'émotions contenues. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien, et toi ?»« Je survis. Je t'attends. » « Édouard, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé d'avoir réagi comme ça, de ne pas t'avoir donné la chance de t'expliquer. Pas besoin de t'excuser. Tu avais tout à fait le droit d'être contrarié. J'aurais dû te parler de l'hôtel avant. Rodolphe m'a parlé de l'enquête sur Serge Dubois. Oui, quand il m'a contacté avec les preuves, j'ai réalisé que c'était une opportunité de faire 2 choses en même temps. Éloigner cet homme d'une position de pouvoir où il ne causait que des dommages et faire un investissement solide. L'hôtel est rentable, Marine. Ce n'était pas de la charité. C'était des affaires. Je sais, et je te remercie de l'avoir fait. Non seulement pour moi, mais pour tous, les employés qu'il maltraitait. Il y eut une pause. Puis Édouard demanda, la voix hésitante, « Tu vas revenir ?»« Oui, mais pas pour travailler à l'hôtel. Je vais revenir parce que je veux être avec toi, parce que je t'aime et parce que je veux construire quelque chose à tes côtés. » Elle entendit sa respiration s'interrompre de l'autre côté de la ligne. « Tu m'aimes ? Je t'aime. J'ai mis du temps à l'admettre, à moi-même et à toi, mais je t'aime, oui, et je veux essayer. Je veux que ça marche, et je t'aime aussi, plus que je ne peux l'exprimer avec des mots. Alors faisons un pacte, une honnêteté totale à partir de maintenant. Pas de secret, pas d'essai de se protéger l'un l'autre, confiance totale. C'est un pacte. » Marine retourna à Paris la semaine suivante. Édouard vint la chercher à la gare routière, et quand elle descendit du bus et le vit là, l'attendant avec un simple bouquet de marguerites, elle sentit son cœur déborder. Ils coururent l'un vers l'autre et s'étreignirent fort, longuement, indifférents aux gens qui passaient autour d'eux. Les mois suivants, ils travaillèrent ensemble sur le projet du centre culturel avec un dévouement qui les surprit eux-mêmes. Édouard quitta effectivement l'entreprise d'investissement lors d'une réunion tendue où les associés tentèrent de le dissuader, lui offrant plus d'argent, plus de participation aux bénéfices. Mais il fut irréductible. Il vendit sa part, prit l'argent et l'investit dans un rêve qui avait enfin un sens. Avec ce capital et l'aide inlassable de Marine, ils achetèrent une vieille demeure à Blois qui était abandonnée depuis des années. C'était une belle construction du début du XXe siècle, avec une architecture coloniale, de hautes portes et fenêtres, un parquet en planches larges, un plafond avec des poutres apparentes. Elle était en très mauvais état, avec des infiltrations, du bois pourri, des vitres cassées, de la végétation envahissante. Mais elle avait du potentiel, de l'histoire, une âme. La rénovation dura 6 mois. Édouard engagea une équipe qui respecta les caractéristiques originales de la propriété. Marine coordonnait tout, des détails de la construction à la planification de l'utilisation de chaque espace. Ils transformèrent les grandes pièces en bibliothèque avec des étagères en bois sur mesure allant du sol au plafond. Ils créèrent des salles de classe accueillantes pour les ateliers. Ils aménagèrent un petit auditorium fonctionnel pour les événements culturels, les présentations, les conférences. Ils firent une salle de jeu pour les jeunes enfants. Ils laissèrent un espace ouvert dans le jardin pour les activités de plein air. Marine coordonnait tout personnellement. Elle visitait des bouquinistes dans plusieurs villes de la région, achetant des livres d'occasion à des prix abordables. Elle contacta des maisons d'édition pour des dons. Elle créa des campagnes sur les réseaux sociaux, demandant aux gens de donner les livres qu'ils ne lisaient plus. La réponse fut surprenante.
En 3 mois, ils avaient plus de 5000 volumes catalogués et organisés. Elle s'occupa également de recruter les professeurs pour les ateliers. Elle chercha des personnes de la communauté qui avaient des compétences à enseigner. Madame Marie, qui brodait magnifiquement, donnerait des ateliers de broderie. Monsieur Joachim, un retraité qui avait toujours travaillé le bois, enseignerait aux enfants à travailler le bois. La professeure Claudia, récemment diplômée en lettres, coordonnerait les clubs de lecture et les ateliers d'écriture créative. Édouard s'occupait de la partie administrative et financière avec le même dévouement. Il créa une ONG pour gérer le centre, veillant à ce que tout soit fait de manière légale et transparente. Il établit des partenariats avec la mairie, avec des entreprises de la région, avec le conseil départemental. Il mit en place un système de gestion efficace qui garantirait la pérennité du projet à long terme. Ils travaillaient côte à côte, construisant quelque chose qui était à eux, qui représentait les valeurs qu'ils partageaient, qui avait un sens réel. L'inauguration eut lieu un samedi après-midi ensoleillé. Ils avaient placardé des affiches dans toute la ville les semaines précédentes, fait de la publicité sur les radios locales, les réseaux sociaux, de bouche à oreille. Mais rien n'avait préparé Marine à voir le nombre de personnes qui se présentèrent. Il semblait que toute la ville était là. Des parents avec des enfants, des personnes âgées curieuses, des jeunes enthousiastes, des professeurs de l'école municipale, des commerçants, toutes sortes de gens. Madame Hélène coupa le ruban rouge avec des larmes de fierté dans les yeux, les mains tremblantes d'émotion. « Je n'aurais jamais pensé voir quelque chose comme ça dans notre ville, » dit-elle, la voix nouée. « Un endroit où tout le monde peut apprendre, peut grandir, peut rêver. » Les enfants coururent à l'intérieur dès que les portes s'ouvrirent, émerveillés par la quantité de livres sur les étagères. Beaucoup n'avaient jamais été dans une bibliothèque auparavant, n'avaient jamais eu un accès libre à tant de livres. Ils tirèrent des volumes des étagères avec un soin respectueux, feuilletaient les pages, sentaient le papier. Leurs petits yeux brillaient d'enchantement. Les adultes circulaient lentement dans les espaces, appréciant chaque détail. Ils s'inscrivaient déjà aux cours d'alphabétisation, aux ateliers d'informatique de base, au club de lecture. Il y avait une longue file pour obtenir la carte de membre de la bibliothèque, qui était entièrement gratuite. Marine circulait dans toutes les pièces, recevant des câlins, répondant aux questions, voyant le bonheur gravé sur les visages des gens. À un certain moment, elle s'arrêta dans un coin et observa simplement tout cela. Elle voyait des dames feuilleter des livres de recettes, des jeunes chercher des romans, des enfants assis par terre lisant des bandes dessinées, un groupe d'adolescents découvrant des mangas. C'était exactement comme elle l'avait rêvé. Mieux encore. Édouard vint se placer à ses côtés, passant son bras autour de sa taille. « Nous avons réussi, » dit Marine, la voix étranglée par l'émotion, essuyant une larme qui s'obstinait à couler. « Non, tu as réussi. J'ai juste aidé à rendre cela possible. Mais ceci, » il fit un geste englobant tout l'espace, « c'est ton rêve qui devient réalité. C'est ton courage, ta vision, ton amour pour cette communauté. C'est notre rêve maintenant, notre projet, notre façon de faire la différence dans le monde. » Quelques mois plus tard, par une nuit tranquille à Blois, Édouard demanda Marine en mariage. Ce ne fut rien d'élaboré ou d'ostentatoire. Ils étaient sur la véranda de la maison de Madame Hélène, buvant du café et regardant les étoiles, quand il lui prit simplement la main et dit « Épouse-moi. Pas besoin que ce soit maintenant, pas besoin que ce soit en grand style. Il faut juste que ce soit pour toujours. » Marine rit et pleura en même temps. Oui, 1000 fois oui. Le mariage fut simple dans la petite église de la ville, en présence de la grand-mère, de Rodolphe qui était devenu un ami inséparable, et de quelques proches. Marine portait une simple robe blanche qui avait appartenu à sa grand-mère. Édouard portait un costume mais sans cravate, à la manière décontractée qu'il aimait. Pendant la cérémonie, lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, Marine dit quelque chose qui résumait tout leur parcours. « Tu m'as appris que le véritable amour n'est pas celui qui résout tous les problèmes, mais celui qui te donne le courage de les affronter. Merci de m'avoir montré que je mérite d'être heureuse, que je peux rêver grand, que je peux être aimée exactement telle que je suis. » Édouard, les larmes aux yeux, répondit « Et tu m'as appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous construisons avec les gens que nous aimons. Tu m'as
Appris que le pouvoir n'est pas d'acheter des choses, mais de créer quelque chose qui transforme des vies. Merci de m'avoir sauvé de moi-même. Des années plus tard, assise dans la bibliothèque qu'ils avaient créée ensemble, observant des enfants lire avidement dans tous les coins, Marine repensait à tout le parcours, aux nuits solitaires à Paris, à la peur qui la paralysait, aux choix difficiles qu'elle avait dû faire, à l'amour qu'elle avait failli laisser échapper. Cela avait-il été facile? Non. Il y avait encore des défis, encore des jours difficiles, mais maintenant, ils les affrontaient ensemble. Édouard avait appris à respecter son indépendance, et elle avait appris à accepter l'aide sans se sentir diminuée. Ils avaient construit un véritable partenariat, basé sur le respect mutuel, la confiance et un amour profond. Le centre culturel prospérait, transformant la vie de centaines de personnes. Ils offraient non seulement des livres et des cours, mais de l'espoir, des possibilités, la chance de rêver au-delà des limitations imposées par la réalité. Et Marine, la jeune femme de la campagne qui était arrivée à Paris en se sentant invisible, était maintenant vue, valorisée, aimée. Non pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, mais parce qu'elle-même avait eu le courage de se sauver, de choisir le bonheur, de se battre pour l'amour qu'elle méritait. Et Édouard, l'homme d'affaires qui vivait prisonnier d'une cage dorée, était maintenant libre, libre de faire des choix alignés avec ses valeurs, libre d'aimer sans barrière, libre d'être simplement humain. Ensemble, ils prouvèrent que le véritable amour ne connaît pas de différence de classe ou d'origine, qu'il se construit lentement, avec patience, respect et confiance, qu'il exige du courage pour affronter les peurs et les vulnérabilités, et qu'au final, il vaut chaque larme, chaque défi, chaque moment d'incertitude. Car, quand il est réel, quand il est vrai, l'amour a le pouvoir de transformer non seulement deux vies, mais le monde entier. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Édouard a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours d'amour, de dépassement et de courage, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Était-ce leur première rencontre à l'hôtel, la réconciliation à la librairie, ou la fin émouvante? Tous les jours, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, les dilemmes du cœur et la force du véritable amour. Ne manquez pas le prochain épisode. Nous vous attendons ici à nouveau pour une autre histoire qui remuera vos émotions.